Olivier, je te laisse la parole, te présenter et enchaîner sur ta conférence. Et on se retrouve juste après. Donc moi je suis chez moi, donc il n'y aura pas d'alarme incendie, j'espère. À, à partager mon écran. Hop. Voilà. Donc alors il y a une retranscription. Voilà, c'est les mêmes équipes qui travaillent pour Macron tout à l'heure à 20h, donc on va essayer de les libérer au plus tôt. Voilà. Alors, la consommation d'énergie des smartphones, pourquoi moi je me permets d'en parler, pourquoi ça me tient à cœur. J'ai travaillé on va dire toute ma vie professionnelle sur l'énergie. J'ai commencé ma formation et ma vie professionnelle, voilà, alors pas avec Jean-Louis Etienne pour faire la capsule, une partie, j'ai travaillé sur l'autonomie. Voilà, il y avait des panneaux solaires, des batteries, et c'est une capsule qu'il a laissée en 2002 sur la banquise arctique. Donc il fallait qu'il y ait une autonomie. On est dans un milieu contraint, voilà, pendant 6 mois. Donc voilà, on voit déjà qu'on était sur cette notion de monde fini, d'énergie finie. Voilà, j'ai travaillé aussi sur le Green IT au fur et à mesure, et puis j'ai cofondé avec mes associés Green Spector, où là on s'est focalisé sur offrir un outil de mesure d'énergie pour les développeurs, pour les équipes qui développent des applications mobiles, des sites web. Voilà, on fait aussi des audits. Et là, ce que je vais vous expliquer, c'est un peu ce qu'on voit dans des applications grand public, dans des applications ou des sites web qu'on consulte tout le temps. Voilà. Et pourquoi, en fait, l'énergie est importante actuellement? On le ressent tous, hein. Voilà, on est avec nos smartphones. Il faut du Wi-Fi, il faut de la batterie. Si on n'a pas ça, il y a une angoisse. Voilà, il y a vraiment une angoisse chez les gens de ne pas avoir ces deux éléments. C'est vraiment important. Donc, cette notion, on doit travailler dessus. Et voilà. Après, on peut se dire, est-ce que c'est une fatalité? C'est-à-dire que, est-ce que voilà, c'est comme ça, les constructeurs font leur travail, ils vont optimiser, et puis nous, on utilise nos téléphones, et puis ça va bien se passer. Donc, c'est pas, c'est, on va revenir sur ça. Il y a aussi l'aspect environnemental. Euh, C'est-à-dire que quand un téléphone, ça a un impact environnemental pour le fabriquer, pour l'utiliser. Voilà, par exemple, le iPhone 11, on est sur 72 kg de CO2 équivalent. Sur un smartphone classique aussi, ça va être pareil. Et on voit la répartition de l'impact et la batterie. On voit que c'est 20%. Mais il n'y a pas que cette notion de batterie, parce que les batteries, on ne peut pas forcément les renouveler. Et on voit qu'avec les cycles de charge et décharge qu'on fait tous les soirs à recharger, ou même plusieurs fois dans la journée, la batterie elle s'use. Et au début de la durée de vie du téléphone, de la vie du téléphone, on sera à 100% de sa capacité, mais au fur et à mesure, on va perdre cette capacité, on va même avoir des dysfonctionnements batterie quand on va arriver à 300, 400, 500 cycles. Donc, et vu la conception des téléphones, actuellement, on va pas remplacer la batterie, on va remplacer le téléphone. Donc, c'est une des causes aussi d'obsolescence des téléphones. Il n'y a pas que ça, mais c'en est une qui est importante. Voilà un peu une explication aussi sur l'impact, comment il se répartit. Et c'est dans la production du téléphone qu'il y a un impact fort. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer de prolonger son téléphone au maximum. Et puis ça, c'est à mettre dans un contexte un peu global, hein, de la consommation énergétique du numérique qui explose. Alors après, il y a des... Voilà, est-ce qu'on va dans le bon sens actuellement avec les améliorations des data centers et des réseaux? Est-ce qu'on va dans le bon sens avec les smartphones? Voilà, et ça, c'est beaucoup d'inconnus, en fait, sur les tendances. Et donc, il faut essayer de le maîtriser quand même et de le mesurer, et surtout qu'on ait
sur des technologies où on a un mur qui s'approche. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup la loi de Moore en disant bah, on a atteint la limite, bon, on voit que ça avance. Mais il y a une autre loi qui est importante, c'est la loi de Lauder qui dit qu'on va avoir une limite d'énergie par bit d'opération fait. Et donc cette limite, on va pouvoir l'atteindre, la dépasser, mais avec un moyen R&D gigantesque. Et on voit que déjà sur des composants, bah, on est déjà à la limite de l'efficience. Donc on peut toujours améliorer encore un peu l'efficience du matériel, mais cette limite, on y est bientôt. Voilà. Dans cette présentation, on va beaucoup parler de milliampères-heure. Voilà, on connaît, quand on est dans le monde un peu du mobile, on connaît un peu ça parce qu'on a ses capacités batterie. Mais c'est vraiment cette notion-là qu'on va voir tout au long de la présentation. Pour revenir un peu à cette fatalité, ben, on voit qu'on a une évolution de la capacité des batteries, là, dernier chiffre de 2018, où voilà, on est sur des capacités de moyenne en 2018 de 3005, 4000, là on a un peu augmenté, mais on a vraiment cette explosion de la capacité batterie. Et c'est une sorte de, on va dire, de course à l'armement. C'est-à-dire qu'il y a aussi maintenant, on arrive avec des grosses capacités batterie, voilà, qui ont aussi un coût environnemental, qui ont un poids. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est la seule solution pour augmenter l'autonomie des devices, d'augmenter cette capacité? Parce que c'est aussi la réflexion qu'on peut avoir, mais voilà, est-ce qu'il faut ajouter toujours de la puissance, de la technologie, sachant qu'on a ces limites un peu environnementales, technologiques, est-ce qu'on ne peut pas faire, nous, dans notre domaine du logiciel, des choses. Après, on va écarter aussi des choses. Avec cette idée aussi de dire ouais mais moi je fais de la performance, mon appli est performante et donc elle va être efficiente, elle va consommer peu d'énergie. Bon, là c'est sur des sites web, on a fait un peu le score avec le Google PageSpeed et la consommation d'énergie et on voit qu'il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire qu'on peut être ultra performant, avoir toutes les bonnes pratiques sous Lighthouse, sous Android Vitas, sur plein de choses et potentiellement consommer beaucoup d'énergie. Ça, c'est des choses qu'on voit énormément et on verra pourquoi en fait c'est pas si naturel. Quand on regarde la consommation, souvent ce qu'on voit dans les études et on se dit ouais mais la consommation d'un smartphone c'est l'écran, c'est principalement l'écran. C'est pas vrai en fait, c'est pas systématique et on a une répartition sur tous les composants, voilà, sur le GPU, sur le Wi-Fi, là une autre, voilà, c'est les deux études que je montre. Là sur les jeux vidéo, bah, effectivement on a le CPU, on a le GPU, on a la base, on a le display, donc c'est assez réparti et ça fait que l'optimisation d'énergie elle est assez complexe aussi à toucher parce qu'il n'y a pas un gros domaine sur lequel on va travailler. Et justement, voilà un exemple ici sur le chargement d'un site. C'est une courbe d'énergie qu'on a mesurée où on a un chargement et après on a une consommation, on va dire d'idle, où le site ne fait rien. Alors on voit que ça ne fait pas rien, hein, il y a quand même des surconsommations. Et une autre façon de le voir ici, c'est en prenant des vitesses moyennes de décharge. Sur une application ou un site web, là, on a la consommation de référence. C'est son device, écran allumé, en moyenne, alors ça va dépendre du matériel, mais va consommer 50 microampères-heure par seconde. C'est-à-dire que la batterie, elle va se décharger de 50 microampères-heure par seconde si je fais rien. Quand on va charger l'appli, on voit qu'on on va pas être sur un impact nul. On va monter voilà, à plus ou moins des choses. Quand l'appli va être inactive, on va être aussi à une consommation qui ne va pas revenir à la consommation de référence. Et on verra qu'il y a certaines raisons en fait.
Quand on va faire du scroll, bah, on va consommer beaucoup. Quand on va mettre l'application ou le site web en tâche de fond, on va parfois consommer pareil que la référence, mais parfois on va consommer plus. Donc on voit qu'on a le logiciel là, parce qu'on n'a pas touché à l'écran, hein, a bien un impact. Et c'est ce qu'on mesure par exemple sur ici des ratios, c'est-à-dire que le ratio entre la consommation de référence, donc de mon téléphone à vide, et la consommation du chargement d'un site web ou d'une appli, bah, on peut aller jusqu'à fois 2,5. C'est-à-dire que si je reviens à cette barre, on va avoir un chargement, là, la barre loading, qui va être 2,5 fois plus que la référence. Donc on comprend qu'il peut y avoir des inégalités dans la consommation. Si on revient à cette courbe-là, qui est une modélisation de la consommation, et qu'on prend la référence, qu'est-ce que c'est la référence? Bah, c'est la consommation du matériel, voilà, quand il est inactif, de l'OS, avec tous les listeners qui tournent, l'OS. Et donc, ça veut dire que ce qui est au-dessus, c'est bien la consommation du logiciel qu'on va essayer de réduire. Parce que en dessous, le constructeur fait son travail, Android fait son travail pour optimiser l'énergie. Donc là, la seule manière qu'on a de réduire ça, c'est d'être dans les équipes de Google ou des équipes constructeurs soft ou hard des constructeurs. Et au-dessus, c'est là les équipes, tous les développeurs. Voit, c'est des pics CPU en blanc et des pics data en orange. C'est l'énergie en orange, excusez-moi, et des pics CPU du process en blanc. Et quand on va profiler, on voit que c'est cet intervalle qui viennent en fait de l'intégration d'une vidéo du plugin YouTube dans le site web. Donc c'est assez simple de l'intégrer. Mais en idle, même si la vidéo ne tourne pas, en fait, on a un set intervalle qui tourne en continu. Donc ça consomme beaucoup plus que si le navigateur ou le site était juste allumé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que là, sur l'intégration des librairies, l'intégration des plugins, c'est assez simple. En quelques lignes de code, j'intègre une fonctionnalité, j'intègre un fil Twitter, j'intègre là une vidéo. Ce qu'on fait, on met une image statique où on intègre du HTML5 plutôt natif et on passe de X requêtes et de la consommation en idle à juste une image qui ne va pas consommer en idle. Donc ça c'est un exemple, mais pour montrer que quand passer le chargement et passer la performance, il se passe énormément de choses et qu'on n'a pas l'habitude de profiler forcément parce que c'est des choses, une fois qu'on a passé la performance, on dit c'est bon, il ne se passe rien derrière. Sauf que ces traitements vont avoir un impact global sur la performance et encore plus
les optimiser, ça va permettre de donner de l'air aussi aux actions qui vont être faites. C'est-à-dire que si ce set timer il continue à tourner, bah, quand l'utilisateur va faire une action, va cliquer sur un bouton, il aura encore moins de ressources CPU ou de ressources matérielles pour faire l'action, et il aura moins de performance. Donc voilà. Donc là, la bonne pratique, elle est de changer l'intégration du plugin ou du système. Après, il faut remonter vers les fournisseurs de services tiers, les fournisseurs de librairies. Et si vous faites partie de ces gens-là, bah, il y a aussi de l'optimisation à faire parce que là, il y a un impact fort. Voilà, un exemple, nous, on l'avait, hein, c'est tout ce que je dis, on l'a aussi vu pour des clients, mais on l'a vu sur nos services. Une vidéo YouTube, on l'avait mis facilement. Donc on a changé en une image statique et on a gagné 15% d'énergie sur le chargement, sur l'idle, sur le scroll. Donc 15% d'énergie optimisée juste sur une action assez simple. C'est gigantesque, et on imagine sur toutes les applications et tous les sites web qu'est-ce que ça pourrait apporter. Pareil, quelque chose qui est consommateur sur les applis, c'est les actions utilisateurs. Donc on ne va pas juste interdire à l'utilisateur de faire des actions, mais on va réfléchir à une UX qui est efficiente. Et là, c'est une courbe, pareil, où c'est une application de e-commerce où l'utilisateur il est sur son produit, il va scroller en bas de page pour aller finir sa commande, mettre le produit au panier, et après il va cliquer, il va avoir des actions, et on voit que au début on a beaucoup d'énergie consommée pour le scroll, et après on a les actions classiques avec les requêtes pour envoyer, pour discuter avec le back-end, mais on voit que là on a une optimisation. C'est pourquoi ne pas faire un parcours où on évite le scroll, et éviter le scroll. Alors c'est pas ça, mais le réfléchir en mettant par exemple des boutons d'accès rapide, d'achat rapide en haut. Les utilisateurs qui vont vouloir aller vite vont éviter de faire ce scroll et on va gagner de l'énergie. Pareil, si on a vu déjà dans des applis des nuages de mots-clés qui prennent beaucoup d'espace et où on est obligé de scroller, pareil, là, on peut optimiser juste en changeant quelques tailles. Donc, là, on peut être inventif sur l'UX rien qu'en y réfléchissant, en fait. Et là, un exemple, voilà, sur le site Fnac, mais on l'a sur quelques applis, le bouton ajouter au panier qui est juste en bas. Si vraiment j'ai pas besoin d'aller voir les informations techniques, que je les ai déjà vues, j'ajoute au panier, je vais pas faire de scroll, et là je vais gagner énormément. Après on peut se dire qu'est-ce qui consomme dans une appli? Est-ce que c'est les datas? Le fait de réduire son site ou son appli en réduisant la taille des données, est-ce que ça a un impact? Là, on a benchmarké une centaine de sites e-commerce sur un parcours classique. Et on voit que c'est totalement inégal. Et on reviendra à ça, c'est-à-dire que sur le même type d'application, on peut avoir des variations de consommation qui sont gigantesques parce que l'implémentation technique, parce que le design est différent, et donc il y a beaucoup de choses qui vont influer. Et là, on voit que la consommation du parcours en milliampères-heure varie. Donc là, on a de 10 à 18, mais qu'il n'y a pas une corrélation pareil avec les datas. Hein. Effectivement, à 2 mégas, Rue du Commerce est assez efficient, mais après, on voit qu'on a 6 mégas, 3 mégas, et on va dire d'autres sites comme le Roi Merlin ou la Redoute, qui consomment beaucoup, ont aussi beaucoup ces données. Alors pourquoi il n'y a pas cette corrélation? Là, il faut aller un peu plus bas dans le hardware et comprendre que les cellules des téléphones ont un cycle de vie précis. C'est ce qu'on appelle les radio state machines, où la cellule radio, quand elle veut émettre ou recevoir des données,
elle va être assez, assez performante, elle va consommer beaucoup d'énergie, et une fois qu'elle a fini d'envoyer les données, elle va passer dans un état d'attente, le tail, là, avec un peu moins d'énergie, mais quand même de l'énergie, et après elle va se mettre en veille. Donc ça veut dire que, et là c'est une étude que je pointe, qui montre qu'en regroupant les appels, on peut gagner de l'énergie. Et donc ça veut dire que si son appli est un peu anarchique en termes d'appels des web services, des data, et ben on va laisser la cellule radio tout le temps allumée. Et elle ne va pas se mettre en veille. Et donc on va... Voilà, donc ça veut dire que là, on n'a pas, c'est pas le nombre de données qui va, enfin la taille des données qui va être importante, c'est comment on sollicite. Et ça va pas à l'encontre enfin ça va à l'encontre des architectures actuelles, plutôt en web service, en microservice, où on appelle quand on veut le back-end. Donc voilà, je suis prêt à le faire, j'appelle, j'attends des données, je réappelle, et donc on est constamment en appel du réseau, et on voit que la cellule est tout le temps allumée. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est avoir des appels réseau qui soient plus regroupés, qui soient, voilà, regroupés. Et ça veut dire soit mettre un gouverneur dans son appli, soit bien séquencer, je veux les inputs, je fais mon algo, je fais les outputs, ou soit qu'il y ait des librairies qui arrivent et qui fassent ce travail aussi à la place de l'utilisateur. Alors il y a quelques librairies, je crois, qui travaillent sur ça, mais voilà, ça permettrait de regrouper ces données, et moins on va solliciter les I/O, plus on va être efficace. Après, qu'est-ce qu'il va consommer le contenu aussi, et les images, et c'est non négligeable. Parce que les afficher ou aller chercher du contenu dynamique sur le réseau, ou même en local, hein, va être consommateur. Et là, ce qu'on a fait, par exemple, c'est on a supervisé la page Google pendant au moins, je pense, 6 mois. Et on voit qu'on a une consommation donc de chargement et d'idle de la page. Déjà, on a une consommation d'idle de la page qui est importante. Et qui fluctue de 1 à 3. Et là, qu'est-ce qui va influencer? C'est les doodles. Ce qui change dans la page Google, même si elle est ultra optimisée, dans le sens elle est très light, le contenu là n'est pas optimisé, et en plus a des animations. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il consomme, effectivement il y a le chargement, mais il y a aussi l'idle du doodle. Et on voit que le logo natif c'est le plus efficient. Pourquoi? Déjà, il est caché, il est plus petit. Après, si on va chercher des doodles qui sont dans des tailles d'image, ou même juste là, la vidéo YouTube est assez optimisée. Et après, plus on va aller vers des éléments dynamiques, des sliders de diapositives, des vidéos natives avec des jeux interactifs, là on voit qu'on explose la consommation. Donc c'est important aussi de manager ça, de gérer ça. On peut aussi faire une application ou un site qui est ultra efficient, mais derrière, si on met du contenu qui varie et qui a cet impact, on peut totalement envoyer dans les choux l'application. Alors, parce que c'est bien de mettre la 5G dans les débats. Là, il y a une étude qui vient de sortir qui est intéressante, qui est étudiée voilà, les performances, la couverture, beaucoup de choses. Et là, qui a regardé un peu différentes façons d'utiliser le téléphone, entre le navigateur, le jeu, la vidéo player, du chargement. Et là, on voit qu'on a une consommation de la 5G qui est beaucoup plus importante. Là, c'est pas pour dire la 5G, c'est pas bien, je ne veux pas rentrer dans ce débat, c'est plus pour dire, on voit qu'actuellement, ce qui va dimensionner, premièrement, c'est déjà les appels réseau, ce que j'ai dit, et ce qui ne pointe pas dans l'étude, mais qui est clair, c'est que les appels réseau un peu anarchiques,
on n'utilise pas pleinement les technologies, et au contraire, on va à l'encontre de ces technologies. Et là, sur la 5G, ça se renforce. Et ce qui va être dimensionnant aussi sur les téléphones, c'est les capacités de traitement. Ce n'est pas forcément le réseau, et là, c'est ce que pointe l'étude. Et ce qu'on voit là, par exemple, on a un chargement de données pendant 3 secondes, effectivement. Et après, là, c'est une appli Android. Et après, ce qu'on fait, la page, elle s'affiche c'est une application métier, donc c'est pas grand public, mais quand même 8 secondes, c'est quand même énorme. Et on voit que la répartition de la consommation et de la performance est 3 secondes sur le chargement des données, et après, du traitement SQL, voilà, et donc que du CPU. Donc, ce qui va consommer là, et ce qui va être euh, assez consommateur, c'est l'énergie. C'est-à-dire que les data, oui, vont avoir un impact, mais l'énergie, le CPU va être aussi assez important dans la consommation d'énergie. Et ça, il faut le traiter parce que on va beaucoup optimiser les requêtes, et à un moment, on va oublier le CPU, et on va avoir des librairies, on va faire des traitements qui vont consommer du CPU. On se dit, effectivement, on a 8 cœurs, donc c'est pas la peine d'optimiser le CPU, sauf que ça a un impact fort sur l'énergie. Et c'est encore plus fort, et là, c'est sur un article sur le coût du JS. Ce qui est maintenant dimensionnant en termes de perf, mais ce qu'on voit sur l'énergie actuellement, c'est le CPU. C'est-à-dire que sur des devices qui sont plutôt bas de gamme, on a du mal à traiter tout le JS, parce que ça demande énormément de temps de parsing, d'exécution. Et ça, on le voit aussi beaucoup sur les technos hybrides. Un exemple ici, sur les sites web et sur les third parties, et on voit qu'il y a beaucoup d'appels du JS par de la publicité, des réseaux sociaux, voilà, de l'analytics. Et tout ça, ça a une partie, ça consomme de l'énergie, parce que ce traitement CPU, même si on le défère après le chargement de la page ou de la vue, consomme de l'énergie parce que ça consomme du CPU, et donc ça a un impact fort sur la fonctionnalité utilisateur. Autre axe d'optimisation qui est très répandu, c'est dark theme ou pas dark theme. C'est un thème justement où il y a eu beaucoup d'articles, mais c'est bien de le vérifier. Là, par exemple, on l'a vérifié. Et effectivement, il y a des gains. Alors, pour expliquer les courbes, vous avez la couleur d'un côté, la luminosité, et après, on va avoir la vitesse de décharge. On voit que sur des LCD, la couleur ne va pas du tout influer. Donc, dark theme ou pas dark theme, on va consommer la même chose. Et ce qui va influencer, c'est la luminosité. On va passer par exemple sur un LCD, là, Nexus 9, de 80 à 240 microampères par seconde. Par contre, sur des technos OLED, comme de plus en plus de téléphones, là, on voit que la couleur va avoir un impact très fort. Et par exemple, en luminosité à 100%, entre du noir et du bleu ou du blanc, on va passer de 50 à 130 microampères par seconde. Donc là, oui, c'est important d'optimiser. On l'a confirmé par exemple sur l'appli Twitter, où on est passé sur un thème blanc de 3,9 mAh à 2,9, donc 23% d'énergie gagnée sur le dark theme, donc c'est non négligeable. Donc voilà, comme je disais, il y a beaucoup de smartphones qui sont en OLED, donc ça vaut le coup de le faire. Les autres, ça reste normal pour les autres téléphones LCD, donc voilà, il n'y a pas d'impact. Après, souvent, ce qu'on entend sur l'énergie, ouais, mais c'est bien ça, mais c'est la vidéo qui consomme, c'est le streaming.
C'est vrai et c'est pas vrai. Et là, pareil, on a benchmarké plein d'applications sur un parcours. Alors des parcours qui sont différents parce que c'est pas le même type d'application. Mais on voit que la vidéo, effectivement, si on prend un TikTok sur un parcours de, je sais plus, d'une minute, consomme énormément. La raison, c'est que sur TikTok, il y a énormément de vidéos qui sont chargées, donc on n'est pas dans une appli de vidéo classique. Par contre, si on regarde sur YouTube ou Netflix, on n'est pas sur une consommation gigantesque. On est sur des choses équivalentes et même une navigation sous Chrome va consommer beaucoup plus qu'une vidéo ou que Twitter. Voilà. Alors pourquoi? Parce que là, si on regarde un peu un pattern de... Alors là, j'ai pas mis la consommation, mais la consommation sera pareil. Le pattern de data et d'usage du CPU quand on lit une vidéo YouTube est assez constant. Donc là, on utilise le hardware de façon constante, c'est bufferisé, c'est optimisé, et on n'a pas cette explosion de consommation d'énergie. Par contre, sur la vidéo, ce qui va influencer, là, la résolution va quand même influencer. On voit que en fonction de la définition, on va consommer un peu plus. Et moi, on n'a pas fait de mesure en 4K, mais ça sera pareil. On aura une augmentation de la consommation. Donc là, la bonne pratique, si on fournit des services web ou des services vidéo, où on intègre des plugins, c'est proposer à l'utilisateur d'adapter son bitrate parce qu'il va gagner de la bande passante, mais aussi il va économiser d'énergie. Donc soit on le fait de façon dynamique en détectant le device, sa connexion, soit on lui propose d'aller dans les options et de dire voilà, tu optimises, tu réduis ta bande passante. Voilà, je vais là c'est sur les vidéos, je passe. Sur les vidéos, vous pouvez aller voir on a des benchmarks, mais c'est pour montrer aussi que sur la visio, là, pareil, on a des différences totalement, enfin, assez importantes. Par exemple, entre un GoToMeeting et un Jitsi, on va consommer beaucoup plus sur et ça dépend aussi beaucoup de paramètres. Des algos de compression, de l'architecture, des fonctionnalités autour. Donc on voit qu'on peut aussi travailler, si on fournit des services, sur les optimiser parce qu'on a des marges de manœuvre importantes. Donc là, j'ai pas parlé du tout de code. Après, tout ce qui va aller là, par contre, ce que je disais, la différence entre performance et efficience de façon systémique, c'est pas corrélé. Après, généralement, sur les bonnes pratiques de performance qu'on peut trouver sur Android ou globalement sur le mobile, ça va dans le bon sens. Et là, un benchmark entre des hashmaps et des sparse arrays, on va avoir un gain important. On va avoir un gain important d'énergie. Voilà, donc ça c'est clair. Et alors dans certains cas, voilà, il n'y aura pas de gain. Par contre, dans certains cas, on aura effectivement énormément de gains. Donc là, l'intérêt, c'est quand on code en natif, il faut utiliser les librairies natives parce qu'elles sont plus optimisées, plus dédiées, et donc on va gagner bien sûr en performance, mais on va surtout gagner aussi en énergie. Alors surtout, ce qu'on voit aussi, c'est que faut pas mettre une croyance magique, voilà, une pensée qui dit que plus ça va, plus les montées de version vont aller sur les frameworks, mieux ça va aller sur la performance et sur l'énergie. C'est pas vrai en fait. Les gens qui conçoivent des frameworks, qui conçoivent des outils, ils sont comme des développeurs classiques, ils doivent intégrer des fonctionnalités, ils doivent corriger des bugs, ils doivent gérer la sécurité, ils doivent faire des releases, ils font des bugs, voilà. Et donc cette notion d'énergie, c'est pas tout le temps, ou même de performance,
pas dans dans leur ADN. Et là, on a une expérience en fait sur une application bancaire où la version 3.5.1, là, c'était clairement une montée de version avec juste un an de version React et de librairies différentes pas mises à jour. Et on voit là, il y a une explosion de la consommation d'énergie. Donc là, ce qu'il a fallu faire, c'est aller chercher dans les bonnes pratiques de React, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, est-ce que c'était bien appelé, est-ce que voilà, donc c'est vraiment ça aussi de se dire il faut benchmarker tout. Il faut mesurer tout parce que on peut, si on ne mesure pas, aller sur des trucs qui vont pas forcément dans le bon sens. Et si actuellement les solutions consomment beaucoup d'énergie, c'est parce qu'on les a jamais mesurées et où on les a euh, pas beaucoup. Je voulais faire aussi une petite parenthèse sur les avertissements Android ou constructeurs qu'on a. Voilà, on a des applis, elles sont notifiées comme consommatrices. Donc ça, c'est aussi un axe important d'optimisation si on veut pas que son appli soit pointé du doigt. Et je dirais c'est presque deux choses différentes. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'estimation Android est pas bonne, c'est qu'elle ne se base pas forcément sur la réelle consommation d'énergie. Et pour rentrer dans ça, on peut rentrer aussi dans les outils qui permettent de vous aider à améliorer cette consommation d'énergie, mais il faut savoir on va dire les limites. Et quand on regarde Android Vitals, en fait, il y a différentes choses qui vont permettre de contrôler la consommation. C'est les wake lock en tâche de fond, le nombre de wake lock importants, de Wi-Fi scan, et, voilà, et d'usage du network en background. Donc effectivement, si je reviens à l'usage du network en background, ça c'est effectivement très consommateur et on le voit beaucoup. Par contre, les wake lock, on les voit moins souvent. Effectivement, déjà, faut éviter les wake lock. Sauf que l'estimation d'énergie ici, dans Android, se fait beaucoup et le warning, la notification des utilisateurs se fait aussi par rapport à ça. C'est le nombre de wake lock, la consommation CPU et c'est une des limites. C'est-à-dire que on a maintenant vu les architectures complexes où on utilise du GPU, on utilise du réseau, on a l'usage de CPU. On peut totalement être sans wake lock et consommer énormément d'énergie. Et inversement, on peut avoir une application qui a des wake lock, mais qui sont appelés beaucoup de fois, mais pas consommer beaucoup d'énergie parce que c'est bien fait, parce que derrière, il n'y a pas de traitement. Donc il faut se méfier. Et si on ne veut pas que l'application soit notifiée comme consommatrice, effectivement, on va travailler sur ces axes-là. Par contre, si on ne veut pas que son application réellement ne consomme d'énergie, il va falloir travailler sur les axes que j'ai listés et bien sûr d'autres axes qu'il existe. Donc bien sûr, voilà, il faut éviter l'usage des wake lock et ça arrive pas uniquement sur les applis natives. Maintenant, on a voilà, l'API Screen Wake Lock où on peut, sur un site web, laisser l'écran allumé. Alors, c'est sur Chrome. Donc ça, on voit qu'on peut aussi créer des bugs énergétiques comme ça. Sachant que plutôt que les wake lock, où là on a des risques de fuite wake lock parce qu'on n'a pas réalisé le wake lock, parce qu'on a d'autres fuites mémoire, on a d'autres façons de gérer soit des téléchargements, soit de se synchroniser avec son serveur, soit voilà donc se synchroniser avec des services background. On a beaucoup d'autres manières qui sont peut-être plus efficaces et moins sujettes aux bugs énergétiques. Et de toute façon, après, on va avoir sur ça, sur les bugs énergétiques, sur des plateformes qui sont pas toutes les mêmes en termes de mode dose, qui ont des modes dose assez agressifs. Là, on voit, c'est la consommation de veille. C'est-à-dire que fermeture des apps, enfin pas de fermeture des apps, c'est-à-dire qu'on a laissé tourner plein d'applications. On voit que sur un téléphone, le mode dose est assez efficace et la veille est assez efficace parce qu'on voit que ça réduit. Par contre, on voit qu'à 7000 nanoampères par seconde,
le mode veille sur le téléphone 2, il coupe pas les apps, il coupe pas les traitements, donc effectivement, il est plus permissif. Donc c'est peut-être bien en tant que concepteur d'application parce qu'on va pas être gêné par le mode dose, mais en même temps, en tant qu'utilisateur, on va avoir un téléphone qui se décharge énormément. Voilà un petit focus parce que vous avez compris, nous, GreenSpectre, on est un éditeur, on travaille pas dans l'open source, on travaille, voilà, c'est un choix, mais qui est le nôtre. Et vous pouvez vous dire comment travailler sur l'énergie si j'ai pas d'outils. Il y a bien sûr des outils dans les outils Android. On a Battery Historian qui permet de mesurer et de suivre la consommation d'énergie. Après, la limite, et c'est pour ça que nous, on travaille pour améliorer ces outils et fournir des outils beaucoup plus simples, c'est que ça, c'est un outil de profiling, en fait. Et c'est très complexe de l'utiliser. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent ou l'ont utilisé, mais voilà, on est sur un outil de profiling, donc on va passer du temps à analyser, à essayer de comprendre, à relancer des mesures. C'est puissant. Après, comme tout outil de profiling, voilà, c'est à mettre entre de bonnes mains et on peut passer du temps. Après, effectivement, il y a Android Energy Profiler que Robin avait présenté dans un meet-up précédent. Là, c'est pareil, et on est sur maintenant, Android a la même stratégie que Xcode avec Instrument, c'est de l'estimation d'énergie en disant on prend les wake lock, l'appel Wi-Fi et le CPU et on met des barres pour dire ça consomme plus ou moins. Voilà. Donc c'est une approche qui est aussi intéressante, mais qui n'est pas l'approche de consommation d'énergie finale. Donc il faut aussi se méfier de ça. Et c'est aussi un outil de profiling. Mais c'est vraiment utile parce qu'avant il n'y avait pas ça et c'est dommage en tant que développeur de ne pas avoir eu ces outils plus tôt. Voilà. Nous on met en place un outil gratuit quand même qui est un Mobile Efficiency Index. Si vous voulez, vous pouvez aller mettre une URL et avoir une note. Ça permet de sensibiliser et voilà, parce qu'on essaye de travailler sur ça, sur cette sensibilisation, et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur l'énergie dans le mobile. Voilà. Actuellement, il y a un contexte un peu particulier où il y a une prise de conscience des entreprises et sur ça. Donc c'est important aussi d'être sensibilisé. Et puis s'il y a d'autres outils qui apparaissent, s'il y a d'autres pratiques, ça sera très bien parce que plus on va mesurer la consommation d'énergie, plus des bonnes pratiques vont sortir en fait, et plus on va dire, plus le monde du logiciel va s'améliorer dans le sens où on a des super plateformes, super puissances avec des multicorps, avec de la 5G. Par contre, on n'arrive toujours pas à avoir une autonomie de une semaine. Et la faute, elle n'est pas, du côté des constructeurs, je pense, qui ont fait une partie de leur travail. Elle est aussi de notre côté, en fait, où il faut commencer à travailler sur cette énergie. Donc voici, j'ai fini. Je vais laisser la main. Hop, je m'excuse à tout petit temps pour relever au micro. Merci beaucoup, Olivier. C'est vrai que je suis passé un peu vite sur ta présentation, mais merci beaucoup, Laurie. Tu l'as réexpliqué. Tu es CTO chez GreenSpectre. Et pas que, tu es également membre actif du Green Club Lab. D'ailleurs, le Green Club Lab a changé de nom. Tu pourrais nous en dire plus. Et c'est pas la première fois que tu poses un talk. Et merci beaucoup. C'est la troisième fois que nous allons, tu proposes un talk. Et en plus, à chaque fois, un talk différent. Donc vraiment, c'est super sympa de ta part et très enrichissant. Je vais passer à la liste des questions. Et il me semble que tu as déjà commencé à répondre en fait à pas mal de ces questions. Il y avait, je les prends dans l'ordre du slideo. N'hésitez pas pendant que je parle d'ailleurs à continuer de proposer vos questions à Olivier sur le lien Slido. Donc on va encore une fois l'afficher dans le chat. Il y a également un lien Open Feedback, on en reparlera pour que vous puissiez donner vos feedbacks à Olivier.
Donc, je prends les questions un petit peu dans l'ordre. La première, c'était la mienne, mais tu as un peu répondu à ça. Tu as déjà répondu à ça. Sais-tu si le modèle de consommation énergétique utilisé par le profiler Android Studio est fiable? Euh, alors, fiable, tout modèle et de toute façon n'est pas totalement fiable. C'est un modèle qui est discutable, c'est-à-dire qui prend, je pense, Alors, j'ai pas été sous le capot, donc il faudrait voir aussi avec les gens qui développent ça, mais ma compréhension, c'est que ça utilise, comme je disais, des informations qui sont simples, qui sont disponibles et qui remontent. Nous, on utilise des informations et ça répond peut-être à une question que j'ai vue après, qui est on va chercher les informations réelles des sondes de courant. Donc sur certains téléphones, c'est pas fiable. Donc on a un gros travail à viser ça. Euh, et, euh, et voilà. Et donc ça, cette notion, elle est très compliquée pour les outils. Aller chercher de l'énergie réelle consommée, et c'est sur ça qu'on s'est, on va dire, spécialisé. Mais c'est déjà très bien en fait. C'est une première approche qui est importante de mesurer avec ce modèle-là parce qu'il est accessible pour tous. Ouais, puis que ça va mettre en valeur également, il faut grouper les appels réseau parce qu'on voit très bien on voit très bien l'impact de faire plusieurs petits appels espacés plutôt que de les bundler ou Oui, l'impact des. c'est ça. Et c'est important. Et là, il y a une autre question, c'est de la consommation batterie. Oui, un appel plutôt que euh, alors peut-être ou trois appels assez regroupés, c'est déjà bien. Le problème, c'est que c'est plutôt de faire un appel, de faire de l'algorithmie ou attendre des actions utilisateurs et puis une seconde après de refaire un autre appel. C'est plus on peut regrouper, plus. De toute façon, en informatique, c'est ça. Hein, moins on va aller dans les I/O, disques, réseaux, plus on va être efficient. Donc, il faut essayer de retrouver là et le profiler être sur ça. Ça marche. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'outillage sur comment pour distinguer la part respective de la consommation CPU versus le GPU? Alors, ça, c'est pas, c'est-à-dire que là, les courbes que je montrais, c'est vraiment des informations CPU brutes. On a l'énergie totale de la plateforme et après, c'est plutôt, on essaye de mesurer les différentes couches, le navigateur, le logiciel. Euh, et l'ampèremètre, on l'utilise, par exemple, parce qu'on a de la mesure iOS et iOS, voilà, pour chercher les informations qui sont disponibles dans les API ou dans les fichiers Android. Comme je disais, on a un gros travail de tri et de fiabilisation de ces informations. Parfois, on ne peut pas avoir ces informations. C'est le cas, par exemple, et sur iOS, bah, on explose le téléphone, enfin, on l'ouvre et on met des shunts, on met des wattmètres sur la batterie et le téléphone. Donc, bon, c'est un métier risqué qu'on a parce que ça peut exploser. On met effectivement des appareils de mesure. Après, effectivement, il y a certains, c'est plutôt des chercheurs qui ont été plus loin et qui vont mettre des sondes un peu plus vers les processeurs. Mais là, c'est trop lourd en fait pour des équipes de. Voilà. Ça marche. Comment pouvons-nous, développeurs, profiler la consommation mobile? Je crois que la question, elle est vite répondue. Elle est déjà répondue en tout cas. Ouais. Oui, ouais. C'est batterie historienne. Après, voilà, Inspector, si vous avez, si vous voulez travailler avec nous, mais effectivement, c'est un premier niveau intéressant. Ça marche. Question suivante pour les benchmarks de sites d'application. Incluez-vous la consommation énergétique serveur? Est-ce vraiment possible sans accès à ces serveurs? Non, non, c'est pas, on l'a déjà fait. Il y a des outils qui le font. Voilà, on est plutôt nous sur une estimation. En fait, on dit sur un modèle où il y a un byte envoyé sur un serveur consommant. Donc, mais on ne le met pas dans nos benchmarks là. C'est assez compliqué en fait de lier les deux mondes. Quand on regarde la consommation sur le serveur, c'est assez
difficile d'identifier un utilisateur, un parcours utilisateur et de dire ça, il y a telle énergie. Voilà, c'est très compliqué. D'accord. Le dark mode survient assez important, environ 23%. Y a-t-il des tips pour être efficace dans son thème? Donc, comment faire un dark mode efficace? Ou au moins. Là, sincèrement, j'ai pas, c'est pas des choses qu'on nous on traite. C'est vrai qu'on travaille avec l'équipe qui après vont travailler sur des dark modes, mais après c'est de fournir l'utilisateur. C'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu dictature de passer tout utilisateur en dark mode, donc c'est plutôt voilà, de fournir l'option à l'utilisateur et potentiellement pas aller jusqu'à du noir, mais ça peut être du plus sombre. C'est graduel, on n'est pas obligé d'aller. On peut jouer avec les couleurs en fait. D'accord. Alors, question suivante, Kotlin ou Java, est-ce que tu as déjà mesuré des différences significatives entre ces 2/3 langages, Java, Kotlin, Flutter par exemple? Alors, non, on a arrêté de benchmarker les technos pour éviter les guerres. Non, voilà, on benchmark pas forcément les technos parce que on voit que l'un sont aussi, c'est pas faudra le faire parce qu'on a, c'est intéressant. Après, c'est aussi comment on utilise les technos. Toutes les technos ont des promesses. On voit les progressive web app, Flutter. Après, c'est comment je vais utiliser cette techno. Est-ce que je vais bien comprendre, je vais bien l'intégrer? Est-ce que je vais ouvrir un peu le capot pour voir comment elle fonctionne, pour savoir qu'il ne faut pas faire ça ou ça? Et on va dire, du Java, ça peut être totalement performant. Après, si on utilise mal, voilà, les techno hybrides, c'est pareil. La promesse est intéressante, mais si je développe dans les techno hybrides comme je développe pour du web, je vais aller dans le bon côté. Donc, non, on n'a pas mesuré, mais ça serait intéressant. Et puis, en plus, voilà, c'est un travail à temps complet. Alors, gRPC, mieux que du JSON classique, j'hésite par le serveur, point d'interrogation. Je suis désolé si j'ai mal posé la question. Ouais, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. C'est à benchmarker. Alors, on va prendre encore, je pense, les questions qui restent. Ensuite, on laissera Martin, qui n'a pas trop peu, nous faire les news. Pour les benchmarks de sites web ou d'applications, incluez-vous la consommation? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a des outils pour automatiser la vérification de la consommation sur chaque request? Alors, tous les outils que j'ai listés, hein, que ce soit GreenSpector ou Android Studio, non. Nous, on lance des mesures. C'est vrai que ce qui est complexe sur un pull request, c'est que les mesures d'énergie nécessitent de faire tourner l'application, donc ce sont des tests fonctionnels. Voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire un pull request, on va lancer une batterie de tests et ça va prendre un peu de temps, donc, mais c'est possible. Ça marche. Et après, juste sur la dernière qui est importante, c'est site web ou appli mobile, c'est pareil. Tout dépend comment on la consomme. Enfin, Uber qui a fait une progressive web app disait voilà, qu'il va se charger en 2 secondes en 2G, consomme très peu et va consommer plus que des applis mobiles. Et après, la tendance qu'on voit, c'est que les applis hybrides sont quand même très surconsommatrices parce qu'elles embarquent un moteur qui est assez lourd. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup.